Merci, monsieur. Monsieur le rapporteur général, vous Merci, avez la parole. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur général. Les chiffres sont assez éloquents, vous les avez rappelés. 5,8 milliards de petits colis sont entrés dans l'Union en 2025, mais le chiffre le plus intéressant, je trouve, c'est l'évolution. 1,4 milliard en 2022, 2,3 en 2023, 4,6 milliards en 2024, 5,8 en 2025. Donc on est sur une pente qui ne cesse d'être ascendante et qui évidemment pose problème. Alors elle pose plusieurs problèmes. D'abord, il y a la question de la conformité et du caractère dangereux. Et je voudrais savoir, première question, ce que vous pensez de l'étude de la DGCCRF qui a été publiée en avril 2026, dont les chiffres sur 600 produits, donc c'est un échantillon bien sûr, évoquent 75% des produits non conformes et 46% des produits dangereux. Donc ces chiffres sont absolument ahurissants. Et je voudrais savoir si vous pensez qu'ils sont représentatifs. Deuxièmement, évidemment, la difficulté qui sont posées, c'est aussi la question de la concurrence avec les commerces français et européens qui sont soumis à des normes plus strictes. C'est la question des risques de fraude à la TVA. On a évoqué jusqu'à 1 milliard d'euros en 2024, le manque à gagner lié aux petits colis en Chine. J'aimerais avoir votre avis sur le manque à gagner TVA. Et troisièmement, je viens de le dire, les enjeux de sécurité et de conformité. Si on voit les jouets, 85% des jouets commandés en ligne non conformes, là aussi, c'est tellement énorme les chiffres qu'on nous donne. Donc on a envie de penser que la pêche doit être assez facile quand vous développez votre filet. Et quelles sont les conséquences de la pêche quand vous récupérez 46% de produits dangereux et 75% de produits non conformes. Enfin, mes dernières questions, c'est est-ce que vous avez constaté depuis l'entrée en vigueur de la taxe française sur les petits colis une baisse réelle du nombre de colis destinés aux consommateurs français ou seulement un déplacement de leur mode d'entrée sur le territoire national via les Pays-Bas et la Belgique? Et enfin, dernier point, j'aimerais un point sur, en mars 2026, un arrêté à renforcer les pouvoirs de la douane qui lui permet de contrôler des marchandises qui sont dédouanées dans un autre État de l'Union douanière. Donc on voit la volonté. Ma question est simple, quel est le résultat? De quelle manière ce nouveau type de contrôle ont-ils menés? Parce que si c'est difficile à l'entrée, ça doit l'être encore plus une fois que les marchandises ont été dédouanées. Enfin, juste, et je termine là-dessus, réellement c'est la dernière question, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre la différence entre les 3 € par catégorie d'articles et les 3 € par colis. J'entends que catégorie d'articles, dois-je considérer que, je ne sais pas moi, ces carnets, dans un colis où j'ai 100 carnets, c'est une catégorie d'articles, donc c'est 3 € pour les 100 carnets, ou c'est 3 € par carnet. Et là, on voit bien que dans ces cas-là, la composition du colis permet de tourner risque de permettre de tourner la fameuse taxe à 3 €. Monsieur le directeur général. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général. Donc, en réponse sur vos différents points, les taux que vous avez évoqués, qui émanent de la DGCCRF, on les retrouve assez bien. Vous avez évoqué 75%, 46%. Je dirais ça, c'est des taux qu'on retrouve dans des opérations qui sont ciblées. Quand on a des opérations extrêmement ciblées, c'est-à-dire ou avec une intervention exclusivement orientée sur le traitement de nos données ou des informations, on atteint des taux de non-conformité de l'ordre de 75%. Et je vous donnerai, j'en profite peut-être pour vous donner quelques chiffres. Ça fait lien avec une de vos autres questions. À la suite donc, de la constatation du départ d'un certain nombre de flux qui étaient dédouanés en France vers les pays voisins avec la mise en place de la taxe petit colis au 1er mars, vous savez que le gouvernement a demandé à ce que la douane réalise des contrôles à la frontière belge et luxembourgeoise et pour permettre à la douane de contrôler davantage des biens qui avaient déjà été dédouanés dans un autre pays européen, a pris ce fameux arrêté du 23 mars 2026 qui donc nous donne plus de possibilités de contrôle à la circulation intérieure de biens déjà dédouanés dans un autre pays. Et bien sur ces opérations de contrôle dédiées donc à des flux qui en partie étaient partis, notamment qui avaient pu se rediriger vers Liège par exemple, le taux de conformité in fine est de 73%.
de non-conformité, le taux de non-conformité de nos contrôles est de l'ordre de 73%. Donc on est très proche des taux que vous avez évoqués de la DGCCRF. Quand on fait des opérations coordonnées avec nos partenaires européens, parce qu'il y a des opérations qui sont coordonnées par la Commission européenne, qui sont ciblées mais qui portent peut-être sur des thématiques plus larges, des volumétries un peu plus importantes, on arrive à des taux qui sont en général entre 40 et 50% de non-conformité. Donc on est très proche de vos 46%. Quand on fait enfin, je dirais, du contrôle de masse sur un échantillon non ciblé, ce qui a été fait en fin d'année dernière à Roissy, on aboutit plutôt à des taux de non-conformité de l'ordre de 20-25%. Voilà. Donc ça vous donne une échelle. En fait, le niveau de non-conformité va dépendre un petit peu de l'ampleur, de la précision de notre ciblage. Mais c'est clair qu'il peut s'étaler, s'échelonner entre 20-25% quand on n'est pas ciblé du tout à 75% quand on est très ciblé. Donc voilà pour les chiffres. Je pense qu'on travaille très très bien avec la DGCCRF, avec laquelle on va d'ailleurs revoir notre protocole de coopération d'ici la fin du mois de mai, puisque notre action est très complémentaire de la leur. Ils interviennent au moment de la mise à la consommation, quand nous intervenons au dédouanement ou à la circulation. Et donc on a une connaissance, je pense, très alignée en fait, de ce phénomène. Et puis des outils qui sont aussi très complémentaires pour lutter contre. C'est pour ça que la difficulté, c'est que quand vous trouvez 73% de non-conformité, il faut s'imaginer des centaines, des milliers d'articles, et donc des centaines, des milliers de manipulations qui consistent à ouvrir les colis, à comparer le contenu du colis avec la déclaration, et ensuite à retranscrire tout ce qui a été découvert dans une procédure, et procédure colis par colis. Voilà, donc c'est une charge énorme et c'est ça que va changer la réforme de l'union douanière, avec la possibilité de procéder par échantillon et ensuite d'extrapoler, c'est-à-dire de se dire vous avez un taux de non-conformité de temps, eh bien on va supposer que l'ensemble des biens que vous importez sont non conformes à telle hauteur et ça va permettre de procéder à des amendes, notamment en masse, avec des taux qui peuvent être très élevés sur un pourcentage, par exemple, du volume de vente d'un opérateur en Europe. Voilà, donc il y a des nouveaux outils qui vont permettre de ne pas avoir seulement une approche par le bas du contrôle colis par le colis, mais aussi de se servir de ce contrôle comme un indicateur du taux de non-conformité global d'un opérateur et ensuite de le sanctionner par le haut par des sanctions plus importantes. Donc ça, c'est le premier point sur votre question. Sur la concurrence déloyale qu'entraînent toutes ces non-conformités aux normes, c'est une forme de dumping, ou toutes ces fraudes, notamment à la minoration de valeur, c'est une forme de dumping fiscal. Je crois qu'on en est parfaitement conscient et que c'est aussi la mission de la douane, comme c'est la mission de la DGCCRF, de protéger notre économie au maximum de nos moyens et de nos capacités juridiques. Donc on est pleinement engagé. Et je dois vous dire aussi qu'on a comme interlocuteur tous les secteurs du commerce ou de l'industrie qui travaillent beaucoup avec nous et sont en dialogue permanent avec nous parce qu'ils attendent beaucoup de toutes ces réformes et de notre action. Voilà, donc on sait qu'on est aussi attendu par tous ces représentants du secteur économique nationaux. Sur les fraudes, vous avez parlé de la TVA, les fraudes à la TVA. C'est en fait, les fraudes fiscales dans l'e-commerce, elles portent sur deux ensembles. Elles portent sur la TVA, qui sont des recettes principalement nationales, et elles portent sur les droits de douane, qui sont des recettes partiellement nationales, mais très majoritairement européennes. En fait, l'assiette est la même. Et donc, in fine, effectivement, il y a TVA plus droits de douane qui peuvent varier selon les catégories tarifaires, mais les deux s'additionnent. Et l'ampleur des fraudes est certainement importante. Moi, c'est pas tellement notre métier de l'administration des douanes que de calculer ou d'extrapoler, mais ces travaux sont faits dans le cadre, il y a eu des missions de l'inspection générale des finances, il y a des évaluations de la fraude qui sont faites de façon statistique désormais. On fournit toutes les données et il est certain que ça contribue, en tout cas, c'est une fraude qui est importante et que la lutte contre cette fraude contribue à tout l'effort des administrations pour le redressement des finances publiques. Voilà. Après, je dirais qu'il y a eu des questionnements sur l'évolution ces dernières années des recettes de TVA. Je pense que la conclusion aussi des études qui ont été conduites, c'est que tout ne s'explique pas par ce phénomène du e-commerce. C'est peut-être qu'une petite partie d'une explication plus globale sur laquelle je n'ai pas de compétences particulières.
Je saurais, enfin, ça me paraît, ça dépend de quoi on parle. Est-ce que c'est 1 milliard à l'échelle française? Est-ce que sur la TVA? Est-ce que c'est à l'échelle européenne? Est-ce qu'on prend les droits de douane ou pas? Je pense qu'il faut, faut regarder un peu les ensembles et puis l'échelle géographique. Mais en tout cas, c'est des volumétries qui sont certainement très importantes. Vous avez cité les problèmes de conformité aux normes de sécurité. Les problèmes de non-conformité, notamment sur les jouets ou sur la cosmétique, sont parmi les non-conformités les plus fréquentes qu'on retrouve. Et je dirais qu'il y a une dernière problématique qu'on pourrait rajouter, c'est les prohibitions, c'est-à-dire les tabacs de contrebande, les stupéfiants, les armes ou les pièces d'armes. En fait, quand vous avez un flux de centaines de millions de colis, c'est extrêmement facile de glisser à l'intérieur des produits prohibés. Et une partie de nos constatations aussi, nos contrôles sont faits désormais dans les entrepôts. Je pourrais revenir dessus si vous le souhaitez, mais on a aussi des actions expérimentales, notamment avec notre partenaire La Poste, pour améliorer notre contrôle du e-commerce dans les entrepôts. Sur la question de la baisse réelle des colis dédiés aux consommateurs français, moi, je ne sais pas vous répondre à cette question parce que je n'ai pas de chiffres, en tout cas vu de l'administration des douanes, qui me permettent de mesurer cela. En tout cas, la chute de volume ou le déport de volume, il est de l'ordre de 90% depuis le 1er mars. Je pense que ces chiffres sont connus, c'est-à-dire qu'on est passé d'environ 500 000 déclarations par jour à environ 50 000 aujourd'hui. Et on va dire la plateforme la plus proche qui a connu une augmentation extrêmement substantielle de sa volumétrie de déclaration de e-commerce, c'est Liège, donc très proche de notre pays. Sur l'arrêté du 23 mars 2026, donc c'est un arrêté qui permet, juste pour rappel, le principe dans l'Union européenne, le principe de la libre circulation, c'est qu'un bien qui a déjà été dédouané dans un autre pays, il n'est plus contrôlé. Il circule librement au sein de l'Union européenne. Il y a une restriction qui peut être apportée à ça dès lors que ce bien est soumis à prohibition ou à des restrictions réglementaires. Et historiquement, nos possibilités de contrôle à la circulation intérieure pour des biens qui ont été dédouanés dans d'autres pays étaient restreints à la recherche de stupéfiants, de tabac, etc. Et donc l'arrêté du 23 mars a permis d'élargir cette compétence à la recherche aussi de non-conformité aux normes. Et donc on a mis en œuvre cet article dans le cadre, de cet arrêté dans le cadre des contrôles qui ont été faits à la frontière luxembourgeoise depuis le mois de mars. Et peut-être pour vous donner quelques chiffres, ça représente un peu plus ça représente de l'ordre de 22 500 colis contrôlés, ce qui représente 136 500 articles contrôlés, donc avec un taux de non-conformité de 73%. Pour une centaine de contrôles, d'opérations de contrôle qui ont été réalisées. Et les non-conformités qui ont été relevées grâce à ce nouvel arrêté représentent 94% des fraudes repérées. Voilà. Donc en fait, ces opérations à la frontière franco-belge, leurs résultats sont à 94% découlent de l'arrêté qui a été pris le 23 mars dernier. Donc c'est cet arrêté qui a été pris par le gouvernement pour renforcer nos pouvoirs, il a été extrêmement dimensionnant dans l'efficacité de ces opérations de contrôle. Voilà. Dernière chose, sur catégorie d'articles versus articles, nombre d'articles. En fait, quand vous déclarez un colis, à l'intérieur, le type d'article, donc vous avez des cahiers, des stylos et puis des gobelets. Ce sont des catégories tarifaires différentes. Et ensuite, pour chaque catégorie tarifaire, vous allez indiquer le nombre d'articles. Et donc, l'assiette de la taxe, elle se calcule par catégorie tarifaire d'articles. Voilà. Donc, si vous avez 3 catégories tarifaires d'articles, mais 100 articles dans chaque catégorie, vous allez calculer 3 fois les frais forfaitaires et puis demain les frais de gestion. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair dans la réponse. 2 € pour le paquet de cahiers de sang. Oui. Alors, en pratique, comme on est sur un modèle, comme on dit, B2C, donc qui s'adresse directement aux consommateurs, la possibilité d'optimiser par la constitution des paquets, elle n'est pas totalement réelle. C'est-à-dire que les paquets sont faits pour être destinés au consommateur final dès la sortie de l'usine du pays d'exportation. Voilà. Donc je pense que ce type de risque, en tout cas dans le modèle actuel, se matérialise peu.